Merci beaucoup, chers confrères, de ce portrait tellement élogieux que j'ose à peine maintenant prendre la parole parce que je vais immanquablement vous décevoir. Monsieur Jourquin, merci beaucoup d'avoir créé cette chaire. Si j'avais su, si je vous avais entendu avant, je crois que j'aurais abordé un sujet très provoquant et néanmoins nécessaire, celui de la protection des plantes, de la nécessaire protection des plantes. Comme vous le savez, aujourd'hui, les pesticides sont devenus le Voldemort de l'agriculture, la bête à abattre. Or, c'est un sujet sur lequel je travaille actuellement, les enjeux de notre protection sanitaire face aux grands périls des maladies des plantes et des maladies des animaux. Ce n'était pas le sujet d'aujourd'hui, peut-être je reviendrai pour en parler. Aujourd'hui, je vais vous parler effectivement d'un sujet qui en apparence est léger, le tourisme, et qui en réalité est un sujet extrêmement profond, puisque le grand drame d'un pays, c'est de ne plus avoir de touristes, et que pour beaucoup d'entre eux, puisque vous les avez cités, Monsieur Reiss, ils préfèrent avoir des touristes que des ONG, parce que quand ils ont des ONG, ça veut dire qu'ils sont en difficulté dans le besoin. Souvent, ils ont les deux, et puis quand ils ont des touristes, ça veut dire qu'ils sont attractifs, et que du coup, ils peuvent avoir de l'argent et une reconnaissance qui n'est pas une reconnaissance assortie de la pitié ou de la commisération. Donc, c'est pour eux un rapport plus égalitaire. Alors, merci Madame la Présidente d'être là. Merci Majo d'avoir créé ce lien entre nous. Merci à vous tous d'être venus. Alors, je vous dis tout de suite, ça va être un sujet un peu décalé. Un peu décalé parce que finalement, aborder le tourisme par le biais de la Disneylandisation, ça peut paraître surprenant quand on parle du tourisme comme facteur de développement. Mais finalement, que vient-il de se passer dans l'actualité? Les Oscars à Coco. Pour ceux qui ont vu Coco, c'est un film d'animation absolument magnifique qui réhabilite la culture d'Amérique centrale, la fête des morts, toute une culture que Disney finalement permet de faire connaître au monde, bien sûr à travers le prisme de la Disneylandisation, mais néanmoins d'une façon qui vous pousse à vous intéresser à cette culture. Moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Géographie amoureuse du maïs ». Je suis d'ailleurs venue à l'Académie parler du maïs. Vous savez, les Mayas, c'était les gens du maïs. Ils sont toujours, d'ailleurs, ils existent toujours au Guatemala. Mais Coco, eh bien, finalement, ce dessin animé nous permet d'avoir une façon d'approcher cette culture. Le deuxième triomphe en ce moment de Disney, c'est Black Panthers. Alors, je ne sais pas qui d'entre vous ont vu soit Coco, soit Black Panthers. Bon, vous avez vu Coco, vous avez été touché, non, par la beauté. Ah, moi j'ai adoré, oui, c'est un film qui, d'ailleurs j'en ai pleuré, enfin bref. Black Panther, c'est un film qui réhabilite la fierté noire afro-américaine à un moment, vous le savez, où c'est difficile pour eux aux États-Unis avec l'élection de Donald Trump. C'est un film, alors c'est une Afrique totalement fantasmée, hein, les Africains ne s'y reconnaissent pas, mais en tout cas ça exalte la fierté d'un peuple qui dans l'histoire a connu bien des difficultés et qui en connaît toujours quand on voit aujourd'hui les soubresauts qui agitent le continent africain. Donc, vous voyez, Coco, latino-américain, Black Panthers, afro-américain, Disney ne se résume peut-être pas à l'image assez, comment dire, un peu comme McDonald's ou comme ces grandes firmes, l'image que nous en avons. Aujourd'hui, Disney est engagé dans un véritable processus de réhabilitation des minorités, ce qui fait d'ailleurs qu'il est très mal perçu par toute une partie de l'Amérique profonde, justement celle qui aime Donald Trump. Et donc vous savez que La Belle et la Bête, le film qu'il a tiré du fameux dessin animé, a été boycotté par une partie de l'Amérique puisqu'on a considéré que d'une certaine façon, il faisait l'apologie de l'homosexualité à travers les relations que Gaston entretenait avec son ami. Alors pour ceux qui n'ont pas vu, je parle de choses, mais voilà, il faut que vous sachiez que Disney est passé des valeurs totalement traditionnelles de l'Amérique à aujourd'hui, sous l'emprise des 1600 imagineurs californiens qui travaillent à la création des futurs projets de la firme, à un engagement au service de ce que je considère être plus le développement durable, c'est-à-dire évidemment produire des richesses, 164 milliards de dollars de capitalisation boursière, avec ce cycle, les films, les attractions, les chaînes de télé, les produits dérivés, donc une puissante machine de cash qui est l'incarnation du libéralisme américain, et en même temps au service de valeurs qui deviennent de plus en plus sociales, écologiques
et avec la volonté de mettre le développement durable au cœur de leur projet. Comme il y a deux séances dans cette rencontre, la première séance, enfin la première intervention va être consacrée à analyser ce qu'est cet univers Disney et ensuite nous projetterons Disney dans le monde. Pourquoi? Parce que Disney, il a inventé le concept de ce qu'on appelle la bulle touristique, le tourisme hors sol, avec la professionnalisation du parc à thème. Et cette bulle touristique rencontre aujourd'hui un succès croissant avec les croisières, avec les center parks. Pourquoi? Parce que le touriste a une obsession, c'est sa sécurité. Et finalement, lui créer des bulles, c'est ce qui le rassure. Donc, la création de l'univers Disney, cela a permis de démocratiser le merveilleux en le rendant accessible au plus grand nombre. Tout le monde peut aller dans un parc Disney. Il a recyclé les mythes et les légendes comme le patrimoine culturel et architectural de l'Europe d'abord, puis du reste du monde aujourd'hui, pour inventer cette notion de Magic Kingdom, où chacun peut renouer avec ses rêves d'enfant. Ça, c'est l'idée Disney. Mais c'est une invention qui a tellement réussi, au-delà de la croissance considérable de Disney, qui, vous le savez, va racheter la Fox probablement cette année, donc une compagnie de cinéma mythique. Il faut savoir que Disney a racheté d'abord Pixar en 2006, Marvel en 2009, Lucasfilm en 2012, c'est-à-dire la franchise Star Wars, que là, il va racheter la Fox cette année et que l'année prochaine, il veut créer une plateforme de streaming pour concurrencer Netflix. Donc, on voit cette espèce de monstre glouton. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que son concept de magnifier le réel pour le miniaturiser dans un parc à thème a été aujourd'hui inversé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les bulles touristiques parfaites sont la création dans des lieux extrêmement différents à travers le monde entier, d'univers magiques, d'univers magnifiés qui reprennent les stéréotypes d'une culture, qui les résument parfois et souvent en les caricaturant, mais néanmoins en leur donnant une puissance d'évocation qui fait que ces lieux continuent d'exister au lieu d'être banalisés et balayés par la mondialisation. C'est-à-dire que Disney a inventé le réel et aujourd'hui, le réel invente Disney. La consécration de cette magnification de traits culturels, c'est l'inscription au site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Vous le savez, il y a une inflation de plus de 1200 sites du patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais au-delà de l'inscription, vous avez un grand nombre de lieux aujourd'hui où les traits culturels forts d'une civilisation qui aurait risqué de disparaître sans ce regard touristique se retrouvent exaltés et permettent à des populations d'avoir à la fois une fierté liée à ce regard touristique, d'avoir des revenus et de sauver leur patrimoine. Donc, on voit bien que cette inversion dont Marc Auger parle, d'ailleurs quand il dit « nous sommes tous des enfants de Parsifal et de Walt Disney », a permis aujourd'hui d'enrichir un certain nombre de territoires avec des limites, avec des défauts dont bien sûr nous allons parler. Mais ce dont on se rend compte, c'est que l'émergence de la disneylandisation du monde accompagne la montée des classes moyennes dans le monde entier. Il est un reflet de la moyennisation du monde. Quand vous faites partie des classes moyennes, vous avez des loisirs et de l'argent à dépenser parce que vous avez des congés payés. Donc ce temps libre et cet argent à dépenser fait la fortune non seulement de Disney, mais aussi la fortune d'un certain nombre de lieux. Donc c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Il faut que vous sachiez que l'OCDE a ajouté l'Organisation mondiale du tourisme sur la liste des organisations d'aide au développement en 2017. Vous avez derrière moi les chiffres du tourisme mondial, 10% du PIB, un emploi sur 11, 1500 milliards de dollars d'exportation.
7% des exportations mondiales, 30% des exportations de services. L'année dernière, c'était l'année internationale du tourisme durable pour le développement. Et l'OCDE donc, a rajouté l'OMT sur la liste des organisations d'aide au développement, ce qui veut dire que quand les États font des dons à l'OMT, ils augmentent la part de leurs revenus alloués à l'APD, à l'aide publique au développement. Donc vous voyez, c'est très intéressant de voir cette évolution. Et l'année dernière, donc, année internationale du tourisme pour le développement, avec l'idée qu'il fallait lancer un tourisme qui soit fondé sur la trilogie « Respecter la nature, respecter la culture, respecter votre hôte ». Vous voyez cette trilogie. Donc, nous allons voir que cette évolution correspond à l'accroissement du nombre de touristes. Le flux touristique ne cesse de s'accroître sans jamais baisser. Nous comptons aujourd'hui, chaque année, 50 millions de touristes en plus chaque année dans le monde. 50 millions de touristes en plus chaque année dans le monde. Il y avait 25 millions de touristes internationaux en 1950 pour 2 milliards de dollars de recettes. C'était essentiellement, évidemment, des Européens et des Nord-Américains. Aujourd'hui, 1200 millions de touristes pour 1500 milliards de touristes, avec des touristes qui sont de plus en plus issus des pays émergents, des Chinois, des Brésiliens, des Russes, des Sud-Coréens, etc. Alors, l'invention touristique majeure des dernières années, c'est la création du Magic Kingdom. Je vais partir par celui de, puisque je suis française, j'ai bien aimé d'ailleurs quand vous avez parlé de la guillotine, je me suis dit, ah là là, c'est français. Mais je vais parler de Disneyland Paris. Alors, est-ce que certains d'entre vous ont déjà fréquenté Disneyland Paris? Bon, donc on a... comment? Il y a longtemps. Il y a longtemps, oui. Alors, il s'est ouvert en 1992, c'est-à-dire qu'il a fêté l'année dernière ses 25 ans. Il a accueilli 320 millions de touristes depuis son ouverture et il représente 6% des recettes touristiques françaises. 6% des recettes touristiques françaises, c'est-à-dire que c'est absolument considérable. Il faut savoir que quand il a été créé en 1992, cela faisait plus de 15 ans que Disney, la firme Disney, cherchait un lieu d'implantation en Europe. Et elle avait plein de possibilités, puisqu'on avait envisagé Barcelone, Avignon. Bon. Et puis, on a choisi les plaines de la Brie, c'est-à-dire des plaines de betteraves dans la Brie, parce que le gouvernement français a mis sur la table une accessibilité maximale. Et un parc Disney, ça demande tellement d'investissement qu'on ne peut pas le faire partout, on ne peut pas le dupliquer à l'infini. Il n'y en a que 6 dans le monde. Celui de Paris, ou plutôt de Marne-la-Vallée, il y a 2 gares RER. C'est le premier hub TGV de France. Moi, pour vous parler, là, je suis venue du sud de la France, je suis partie de Montélimar. Eh bien, je suis passée par Marne-la-Vallée-Chessy directement, Montélimar, Marne-la-Vallée-Chessy, Bruxelles. Donc, on voit bien cette accessibilité dans ce sens comme dans l'autre. Il emploie 15 000 personnes, mais pour une personne employée, vous avez 56 000 emplois indirects. Donc, c'est une machine absolument considérable. Et cette machine, évidemment, est obligée en permanence de se réinventer. Pour les 25 ans de Disney, les principales attractions ont été repensées. Pour ceux qui connaissent Pirates des Caraïbes, on voit apparaître maintenant Jack Sparrow, c'est-à-dire, comment s'appelle-t-il ? Johnny Depp, ben voilà, je vois que vous suivez, vous êtes... Voilà, on voit apparaître Johnny Depp, ce n'est plus Space Mountain, mais Hyper Space Mountain. Et vous avez peut-être entendu que Disney a décidé de dépenser 2 milliards de dollars supplémentaires pour étendre les 2200... Alors, actuellement, le site fait 2230 hectares. La firme n'en occupe que la moitié,
mais elle va continuer pour pouvoir créer des attractions, des parcs nouveaux autour de Marvel, les héros extraordinaires de Marvel puisque la franchise a été rachetée, autour de Star Wars puisqu'ils ont racheté Lucasfilm, et autour de la Reine des Neiges. Alors la Reine des Neiges, c'est quoi? C'est la réinvention d'un conte d'Andersen. Hein. C'était la Reine des Neiges. Disney a recyclé Perrault, Grimm, Andersen pour créer cette culture finalement qui est devenue universelle. Vous avez ici le village de Val d'Europe, avec le parc au premier plan. Ce village de Val d'Europe, on est parti au départ de petits villages de l'abri, de villages agricoles, et on a fait une ville nouvelle dont la population a été multipliée par 6, où 4500 emplois ont été créés. Pour ceux qui connaissent le parc Disney, vous avez un nouveau parc qui a été créé en 2002, qui est le Walt Disney Studio, c'est-à-dire l'envers du décor. Vous avez la magie dans le parc Disneyland, et vous avez le Walt Disney Studio, qui est finalement toute l'industrie cinématographique. D'ailleurs, quand vous passez en train, vous voyez d'un côté le château de La Belle au Bois dormant, et de l'autre, vous voyez la Tour de la Terreur. Tour de la Terreur qui est apparue beaucoup plus récemment. Hein, bon. Donc, ce parc a été créé en mobilisant évidemment des investissements publics et privés considérables. Mais ce qu'on constate, c'est que si l'État français a mis près de 8 milliards de dollars sur la table pour attirer ce parc, il les a récupérés aujourd'hui en impôts et taxes, sans compter évidemment tous les emplois induits avec les hôtels, les entreprises et tout ce parc mobile créé notamment par Frank Gehry. Frank Gehry, vous savez, qui est l'inventeur du Guggenheim et plutôt le constructeur du Guggenheim, et qui a participé à la construction du Disney Village, qui est à la sortie du parc. Donc Euro Disney aujourd'hui a été repris par la maison mère, et ce qui est intéressant, c'est qu'il s'inscrit dans une longue tradition de création de parcs, puisque le premier parc, c'est Anaheim en 1955 en Californie. Le second, c'est en 1971 Orlando en Floride. Vous savez qu'Orlando, c'est une des premières grandes bases touristiques des États-Unis, avec le parc Disney. Vous avez eu la création d'Epcot, vous avez eu la création des studios Universal. Donc c'est une destination à part entière aux États-Unis. Vous savez qu'Obama a dit qu'il voulait essayer de dépasser la France comme terre d'accueil des touristes. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. La France détient la prime avec 89 millions de visiteurs chaque année. Obama avait dit qu'il voulait que 100 millions de personnes viennent aux États-Unis. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on regarde ensuite où ont été créés les parcs suivants, eh bien, nous avons Tokyo en 1983. Donc, vous voyez, là, on reste encore dans l'archipel métropolitain mondial, c'est-à-dire les États-Unis, le Japon. Mais ensuite, on voit apparaître... Alors, attendez, non, j'en ai oublié un. Alors, attendez, je reviens. Donc, Tokyo. Alors, Tokyo, ce qui est intéressant, c'est qu'il est couvert. Hein, à cause des intempéries, vous avez un Main Street qui est couvert. Ensuite, vous avez eu Hong Kong en 1985. Donc, vous voyez, on voit apparaître cette émergence de la Chine. Et puis, le dernier, c'est Shanghai, l'année dernière. 5 milliards de dollars d'investissement. Et là encore, ce qu'on constate, c'est le recyclage de la culture chinoise. C'est-à-dire que ce n'est pas le même parc à Shanghai que les parcs que l'on trouve en Europe ou aux États-Unis. À chaque fois que Disney crée un parc, il s'interroge sur comment s'approprier les traits culturels des classes moyennes qui vont visiter ce parc et finalement leur parler. Alors, pour la petite histoire, il y avait tout un ensemble de contrefaçons des parcs Disney déjà en Chine, puisque vous le savez, la Chine, avant d'être cette grande puissance qu'elle est aujourd'hui,
à travailler sur la contrefaçon. Et vous aviez des parcs chinois où on avait à la fois Hello Kitty, Shrek, Mickey, tout ça dans une espèce de mix où, sans s'embarrasser du tout des franchises, les Chinois avaient inventé des parcs qui sont vraiment les leurs. Aujourd'hui, eh bien, on n'est plus dans la contrefaçon et le gouvernement chinois, non seulement a payé, des redevances extrêmement importantes à Disney, mais s'emploie aujourd'hui à essayer de faire fermer les contrefaçons qui sont tout autour de la ville de Shanghai. Alors cette histoire de la création des parcs, elle s'inscrit dans une longue tradition. Le parc d'attractions, ce n'est pas nouveau. Le parc d'attractions, quand on regarde l'histoire de l'Europe, on se rend compte qu'à la fin du XIIIe siècle, Robert II d'Artois crée au nord d'Amiens, donc pas très loin d'ici, à Hesdin, un parc autour d'un lac artificiel avec des décors, des automates, des labyrinthes, que le roi Louis XIV à Versailles fait des jardins de Versailles une sorte de lieu idyllique avec, là encore, des fontaines, des jardins, etc., que Disney va faire une visite de l'Europe dans les années 50, en 1951, et qu'il va être émerveillé par le plus ancien parc d'attractions d'Europe, qui sont les jardins de Tivoli à Copenhague, créés en 1843. Il est émerveillé par la propreté, par la musique, par la diversité, et il se dit, tiens, c'est peut-être une bonne idée. Et puis, il va aussi découvrir, bien sûr, Venise, le château de Versailles, Notre-Dame de Paris, ce sont les photos que vous avez derrière moi, mais aussi ce village miniature qui existe aux Pays-Bas, qu'on appelle Madurodam, et qui permet de faire un tour du monde finalement miniaturisé. Vous avez d'ailleurs en Chine, partout, ce qu'on appelle les Windows of the World, les fenêtres sur le monde. Dans toutes les villes chinoises, vous avez des petits ou des grands Madurodam, c'est-à-dire que vous pouvez visiter le monde en miniature. Et les fenêtres sur le monde, les Windows of the World, ça a été une des grandes caractéristiques de l'émergence de la classe moyenne chinoise. Alors, donc, Disney, alors suivant la légende de la belle histoire de la firme, il veut faire un cadeau, un message d'amour à ses deux filles, Diane et Sharon, et il va inventer le Magic Kingdom. Ce qui est très intéressant quand on travaille sur le parc Disney, c'est de voir qu'il recycle les grands mythes, les grandes histoires de notre culture, avec par exemple le Royal de Luxe, avec l'architecture de l'Europe, cette architecture des vitraux. Il va faire travailler, aujourd'hui il fait travailler des sculpteurs, les tapissiers d'Aubusson, des métiers anciens, des ferronniers, c'est-à-dire qu'il y a cette capacité à garder des savoirs anciens, à garder des réhabiliter des patrimoines anciens, ce qu'on trouve aussi dans les pays émergents, chaque fois que l'on disneylandise un lieu. Donc vous avez de cette façon un lieu qui est créé, qui va être très intéressant parce que il ne va pas naître du néant. Par exemple, à l'entrée du parc de Disneyland Paris, vous avez un hôtel, qui est le Disneyland Hotel, qui est le seul d'ailleurs dans tous les parcs Disney qui est à l'entrée du parc, qui est inspiré de l'hôtel Coronado de la station balnéaire de San Diego. Et ce qu'on constate, c'est que comme l'avaient fait les magnats du chemin de fer, Disney réinvente cette tradition de l'hôtel à la sortie de la gare. Les 8 hôtels du parc Disney français représentent une grande part de l'offre hôtelière en France. Vous voyez donc le parc, le Coronado, et vous voyez le Disneyland Hotel. Il y a vraiment une similitude. On s'est inspiré du réel. Vous avez aussi, là, vous avez Disney, la parade qui est la charte du spectacle de rue, qui existe depuis très longtemps. Mais quand vous regardez l'horloge de Prague, eh bien, vous vous rendez compte, là aussi, de l'inspiration entre cette parade et le Fonds culturel européen. Vous avez de la même façon, avec une attraction qui a été créée en 2014 dans les Walt Disney Studios,
eh bien, toute l'architecture de Baltar, de Haussmann, avec la gastronomie française, ratatouille. Hein, voilà. Donc, on voit bien qu'il y a une utilisation qui, finalement, fait que les personnes qui voient cette création se sentent assez fiers de voir que leur culture donne lieu à une magnification sous l'angle de l'architecture, sous l'angle de la cuisine. Quand vous regardez aussi Disneyland Paris, vous vous rendez compte que vous avez finalement le rêve de l'Amérique du début du XXe siècle, avec Mainland. Hein, finalement, on est replongé dans une Amérique qui n'existe plus. Quand vous regardez le château de la Belle au Bois dormant, eh bien, vous avez des influences architecturales qui sont très, très nombreuses. Vous avez bien sûr, alors voilà, je vous la montre de plusieurs angles, vous avez bien sûr ce concept de la bulle touristique, hein, la bulle touristique avec le château, mais quand vous regardez un peu mieux, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que là, c'est la tapisserie de la Dame à la licorne. C'est le château du duc de Berry, hein, que l'on voit là. Vous avez aussi le Mont Saint-Michel. Hein, ce sont des lieux qui ont été recyclés, compactés, la Dame à la licorne, la voici, pour créer cette attraction qui finalement nous interpelle parce qu'elle puise dans notre fond culturel. Elle est directement liée à ce qui a baigné notre enfance, alors la nôtre d'Européens, avec de vieilles civilisations, mais les États-Unis qui ont toujours été en quête d'une histoire, eh bien, créer cela à Anaheim, créer cela en Californie, enfin, Anaheim c'est en Californie, à Orlando, c'était une façon aussi de rappeler aux États-Unis d'où ils viennent, quelle est leur culture. Alors, quand on continue, il faut prendre le temps de regarder de près tout ce qui est mis en œuvre dans les parcs Disney. Par exemple, ici, vous avez l'intérieur du château de la Belle au Bois dormant. C'est un travail architectural qui rappelle, pour ceux qui connaissent, l'église Saint-Séverin à Paris, qui rappelle, pour ceux qui connaissent aussi, les Géronimos, le monastère des Géronimos à Lisbonne. Donc on voit qu'on peut faire aussi de l'architecture patrimoniale dans un parc Disney, même si tout ça est une reproduction, eh bien c'est fait avec la volonté d'utiliser une culture. De même, quand on rentre, alors là on est à Fantasyland, quand on entre à Discoveryland, eh bien on a ce propos très important de Jules Verne, tout ce qui est dans la limite du possible doit être et sera accompli. Et là, ça nous envoie vers l'univers scientifique. Donc, je me relie à la chaire Lavoisier, là, vous voyez, je tire un peu par les voilà. Mais vous avez aussi, eh bien, Jules Verne, avec non seulement, alors là, vous voyez sur cette image, vous avez à la fois le sous-marin, le Nautilus de Jules Verne, mais vous avez l'Orbitron. Et l'Orbitron s'est inspiré des machines de Léonard de Vinci. Donc, il y a cette idée de la science qui est toujours, on le voit avec Epcot, toujours inventer le futur. On s'enracine dans le passé, mais on invente le futur et on le fait, bien sûr, avec des technologies qui, sur le plan des méthodes mises en œuvre, que ce soit sur la pyrotechnie, que ce soit sur les machines, sur l'accélération, sur le travail des attractions, c'est-à-dire le fait que quand vous êtes Disney, vous n'avez pas le droit de tuer vos clients. D'ailleurs, généralement, l'industrie touristique n'a pas le droit de tuer ses clients. C'est même un des premiers critères du tourisme, c'est qu'on doit pouvoir transporter des millions de personnes en toute sécurité. Et donc Disney eh bien, a élaboré ses protocoles de sécurité de façon extrêmement avancée. Vous voyez encore quelques images ici qui sont des images de Disney, c'est-à-dire des vitraux, ces colonnes dont je vous parlais tout à l'heure, mais aussi la visite du monde, parce que finalement, pour l'instant, je ne vous parle que de l'Europe, mais quand vous allez dans les différents parcs de Disneyland,
eh bien, vous pouvez avoir le sentiment que vous êtes dans un bazar, que vous êtes en Ouzbékistan, que vous êtes dans l'ancien Far West américain. Alors, ce sont des vrais bois de cerf, hein, ils sont avec des vrais, comment dire, une architecture de rondins qui finalement correspond à la conquête de l'Ouest, à la conquête de la wilderness américaine. Alors, toujours des produits dérivés, parce que c'est bien le but, hein, c'est de mettre en scène du rêve pour vendre des produits dérivés. On le voit aussi avec ce paysage typique d'une Amérique magnifiée, avec la roue à aube de la Louisiane, et puis les pionniers de l'industrie de la mine. J'ai découvert cette année, quand j'y suis allée, qu'il y avait à 2100 mètres sous terre, sous le parc Disney, une nappe géothermique Dogger qui ont donné un lieu, l'esprit des lieux, qui permet aujourd'hui de travailler sur le recyclage des eaux. C'est-à-dire qu'on fait venir de l'eau chaude du sol, on la travaille sur un hydrosystème avec un recyclage des eaux usées. Et là, là c'est une photo, mais vous avez à intervalles réguliers des geysers qui jaillissent comme en Islande ou comme aux États-Unis. Toujours dans l'architecture européenne, vous voyez l'Angleterre, vous voyez la Bavière, vous voyez ces toits qui sont finalement ceux de la vieille Europe. C'est très intéressant d'analyser l'architecture et de voir que finalement derrière l'attraction, à chaque fois que vous êtes dans un parc, au rez-de-chaussée, à votre hauteur, à la hauteur de vos yeux, vous avez les produits dérivés, mais dès que vous levez la tête, vous vous rendez compte que c'est un véritable musée avec des objets qui ont été chinés dans le monde entier et qui font que eh bien, vous pouvez avoir accès à la culture moyen-orientale. Alors, bien sûr, Disneylandisé, on est d'accord. Mais quand vous allez à Abu Dhabi, ce n'est pas très différent. La culture qui vous est donnée à voir, c'est à peu près la même logique, hein, c'est-à-dire on va rendre accessible une culture très complexe au plus grand nombre et dans des délais très courts et de façon extrêmement facile. Donc, vous voyez, ça c'est intéressant. En bas, vous avez les robes de princesse, c'est-à-dire la pacotille Disney fabriquée en Chine, mais au-dessus, vous avez les lampes, vous avez les outils anciens, vous avez les selles, vous avez des objets qui sont en réalité des objets précieux et qui ne seraient pas forcément choquants s'ils se trouvaient dans un musée. Ils ont été achetés d'ailleurs par une légion d'antiquaires. Encore un paysage, eh bien on n'a pas tous les moyens de se rendre dans cette Asie qui nous fait rêver, l'Asie des mille et une nuits. Eh bien la voici dans c'est une des prises de vue du parc. Alors bon, pour l'Afrique, c'est un peu plus compliqué parce que la vision de l'Afrique de Disney est une vision, là, pour le coup, extrêmement, disneylandisée, avec le café de la brousse. Mais bon, vous pouvez aller manger du manioc, vous pouvez aller manger des aliments qui sont des aliments africains que vous n'avez pas forcément la possibilité de trouver, sauf si vous allez à Barbès, ou sauf si vous allez dans les quartiers africains. Donc c'est intéressant de voir que même si l'identification, le bonheur de la population, de vivre ce rêve d'enfant fait que tout le monde se sent obligé de mettre les oreilles. C'est quelque chose qui m'a beaucoup surprise. Et si vous regardez un peu plus près, vous avez Aladdin. Alors, c'est intéressant parce qu'Aladdin, au départ, c'est une vision très raciste. Quand vous regardez l'ancien dessin animé Aladdin, c'était un dessin animé qui, sur le plan des relations de Disney avec le Moyen-Orient, était quand même pour le moins discutable. Mais finalement, aujourd'hui, eh bien, tout cela a été un peu, revu. Et donc, le parc a été redessiné pour son 25e anniversaire. Et ce qui est intéressant sur les emplois Disney, c'est que vous avez un grand nombre de personnages Disney. Alors, c'est fou parce que les gens font la queue pour se faire photographier, ou plutôt photographier leurs enfants avec les personnages Disney. C'est quand même un peu surprenant. Mais ce qui nous interpelle, c'est qu'une fois que vous avez entré le costume d'un personnage Disney,
vous n'avez plus le droit de parler. Vous ne devez pas finalement avoir une individualité autre que le costume que vous endossez. Et ça nous fait peut-être déjà réfléchir à la Disneylandisation, puisque finalement, dans la réinterprétation des cultures dans les lieux disneylandisés, on accepte les populations traditionnelles qu'à condition qu'elles se conforment aux stéréotypes que nous voulons garder d'elles. Vous voyez cette ambiguïté du personnage Disney. Alors bon, je ne vais pas vous en faire plus sur... mais ce qui est très intéressant, c'est de voir la fascination. C'est quelque chose qui m'a marqué, c'est de voir que finalement, Disney ne s'adresse pas qu'aux enfants. Et il y a quelque chose qui nous interroge sur le fait de voir tous ces adultes qui n'hésitent pas d'ailleurs à écrabouiller les enfants, si les enfants sont au premier rang, pour être mieux placés qu'eux, pour pouvoir voir la parade. C'est-à-dire qu'on pourrait penser que les enfants ont une espèce de priorité, mais non, Disney s'adresse aux adultes. Et il y a tout un ensemble de personnes qui vont sans même la libye d'amener des enfants. C'est-à-dire que un sociologue français, Rachid Amirou, disait que finalement, quand on allait dans un parc Disney, on réintégrait un univers qui nous mettait comme dans le ventre de la mer, finalement. L'univers de la bulle rassurante où nous pouvions croire que le merveilleux était encore présent. De façon plus, écologique, il est très intéressant de voir, pour ceux qui ont connu le parc Disney au début des années 90, de constater qu'en 25 ans, et parce qu'ils ont mis tout autour une sorte de butte de 3 mètres de haut qui a créé une sorte de frein au vent très froid de la région parisienne, ils ont pu créer un véritable parc écologique avec un grand nombre d'espèces végétales et animales qui se sont installées ou qui ont été réintroduites. Par exemple, là, vous avez un Vollemia nobilis, c'est une plante, un pin très rare qu'on a redécouvert en Australie au milieu des années 90. Disney s'en est, l'a réimplanté dans le parc. Donc, il y a plus de 100 jardiniers, il y a une collecte d'1 tonne de miel chaque année. Donc, on voit bien que finalement, même si tout ça au départ est totalement artificiel, on recrée de la nature. Et d'ailleurs, Walt Disney, monsieur Walt Disney, disait en 1961, la protection de l'environnement n'est pas l'affaire de quelques personnes, c'est un sujet qui nous concerne tous. C'est une science dont les principes sont inscrits dans le plus vieux règlement du monde, les lois de la nature. Les ressources naturelles de notre vaste continent ne sont pas inépuisables, mais si nous utilisons intelligemment ces richesses, si nous protégeons la vie sauvage, la fameuse wilderness, qui a d'ailleurs légitimé l'éviction des Indiens quand on a créé les grands parcs au XIXe siècle, alors que ces grands parcs étaient justement la production de sociétés qui avaient créé avec leur milieu des relations d'équilibre et d'entretien, eh bien, tout cela a été chassé au nom d'une idéologie de la wilderness que l'on voit encore aujourd'hui appliquée dans un certain nombre de régions. Souvent, on crée des parcs naturels en évinçant les sociétés agraires, les sociétés d'éleveurs qui y vivaient au nom d'une vision mythifiée de la nature, quand la nature n'est que le produit d'une culture, de la construction, de la gestion d'un milieu. Un géographe qui s'appelle Paul Pélissier, qui est malheureusement disparu, qui disait « ce que nous prenons pour la savane, ce que nous prenons pour des milieux sauvages, ce sont des parcs. Les arbres utiles ont été soigneusement conservés, voire plantés par les sociétés d'éleveurs. » Mais donc, ce que nous disait Disney, c'est si nous utilisons intelligemment ces richesses, si nous protégeons la wilderness, si nous protégeons les lacs et nos rivières, toutes ces choses perdureront pour les générations à venir. Il disait ça en 1961, ça rappelle l'avènement du développement durable au début des années 90, quand on fait le sommet de Rio, quand on fait le rapport Brundtland de 1987, avec le développement durable, c'est un développement qui permet de satisfaire les besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs, ou le développement, la Terre n'est pas ce que nous avons hérité de nos ancêtres, mais ce que nous avons emprunté à nos enfants. Enfin, vous connaissez tous ces termes, mais on se rend compte que cette idée, cette idéologie, finalement, elle est née aux États-Unis
dans le contexte de la création de la wilderness. Et la dernière mondialisation, celle des années 90, c'est l'avènement d'une vision du monde qui au départ est utilisée par les pays développés contre l'émergence du Sud, contre l'émergence de la Chine, du Brésil, qui consiste à leur dire « mais si vous prétendez vivre comme nous, le monde entier ne le supportera pas ». Et donc on oppose l'environnement aux pays émergents qui au départ refusent d'entendre ce discours environnemental parce que eux, leur préoccupation, eh bien, c'est de créer des richesses, c'est de se développer, jusqu'au moment où ces pays eux-mêmes sont constitués de classes moyennes suffisamment importantes, ce qu'on voit en Chine, pour que la préoccupation environnementale devienne audible et même nécessaire pour ces classes moyennes qui ne veulent plus voir leur milieu de vie saccagé. Et ce développement durable, qui au départ était l'apanage des pays développés, est devenu aujourd'hui une préoccupation mondiale, déclinée évidemment de façon différente suivant les pays et suivant leurs atouts et leurs contraintes. Mais on peut dire que l'accord de Paris de 2015, de la COP 21, ben c'est finalement la reconnaissance d'une priorité mondiale par le biais de cet accord mondial de la réduction des gaz à effet de serre. Donc, pour revenir à Disney, vous avez cette nature sauvage qu'on voit là dans Frontierland, vous avez aussi l'art des taupières. Alors, il en faut des jardiniers pour faire des taupières, les taupières avec les labyrinthes, avec, voilà, je vous en ai mis quelques-uns, parce que je me suis dit que ça allait vous distraire d'avoir ce travail qui est fait et qui demande un nombre incalculable de jardiniers. Il faut vraiment penser que derrière tout ça, derrière ce soin maniaque du détail, vous avez un nombre de cast members qui est de plus de 15 000 personnes, avec un véritable village derrière le village, qui est le village du personnel, avec des technologies de récupération de l'eau, de gestion des déchets, qui sont les technologies les plus avancées. De même, quand on regarde It's a Small World, eh bien, il faut savoir, bon, vous savez peut-être ce que c'est pour ceux qui sont allés chez Disney, qu'est-ce que It's a Small World? C'est une attraction où vous prenez un bateau, avec les enfants évidemment, et où vous parcourez un monde mythifié, représenté par des poupées. Alors les Japonais ressemblent à l'image qu'on se fait des Japonais, les Polynésiens dansent le tambouré, enfin, vous avez, voilà, bon. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'It's a Small World a été créé en 1964 pour la Foire internationale de New York, en partenariat avec l'UNICEF. C'était le pavillon de l'UNICEF. Toujours cette idée qu'on ne peut pas faire du business si on n'a pas une dimension de social business, ce qu'on voit avec les volunteers, or tears c'est les oreilles, vous avez compris, le parc a une politique extrêmement active en matière de travailleurs handicapés et d'accueil d'enfants soit défavorisés, travaille avec le Secours catholique ou le Secours populaire, travaille sur les pièces jaunes, travaille avec la Fondation Hôpitaux de Paris. Donc ce qu'on en voit, c'est une firme qui voudrait coller à cette image aujourd'hui de la RSE, la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Peu aujourd'hui, dans de grandes entreprises, sont à l'écart de ce mouvement. Vous le voyez absolument partout. Et d'ailleurs, ce qu'on appelle la finance verte, ce qu'on appelle toutes les initiatives des partenariats publics-privés montrent qu'à côté des ONG proprement dites, il y a toute une dimension du social business qui est en train de prendre des développements absolument considérables, puisque ce sont les grandes campagnes de vaccination, les grandes campagnes d'accès aux trithérapies, les grandes campagnes de lutte contre les maladies orphelines. On a donc une nouvelle dimension aujourd'hui de la générosité ou de l'humanitaire, de l'aide publique, qui a pris un virage que moi je ne connaissais pas quand je me suis lancée, quand j'ai commencé à travailler à Action contre la faim dans les années 80. On était des humanitaires, on a vu arriver les ONG environnementales. Au départ, on était assez choqués par leur attitude parce qu'elles opposaient finalement la nature à la lutte contre la pauvreté. Aujourd'hui, nous travaillons de concert avec les ONG environnementales, même si parfois leur programme nous pose problème. Vous savez sans doute qu'en Afrique centrale, on a des tensions très fortes entre WWF et Survival International, puisque
l'une défend les droits des populations autochtones, les droits fonciers, les droits des pygmées, et l'autre défend la forêt gérée par ce que Marie-Claude Spous appelle l'oligopole international de la conservation. Ce parc Disney, il continue à se développer. Il a été créé aujourd'hui tout un ensemble de nouvelles réalisations, un lagon, des villages, etc. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a l'idée que une fois qu'on a créé un parc et qu'on a créé un facteur de concentration de touristes, c'est quand même le premier lieu touristique en France, 16 millions de visiteurs par an. Notre-Dame et le Louvre, c'est 9 millions. Donc vous voyez qu'on ne peut pas balayer ça d'un revers de main. Sur ces 16 millions de visiteurs, vous avez 44% d'étrangers, 6% de Belges. Donc vous voyez qu'il y a, enfin, vous avez d'ailleurs le TGV direct. Hein. Et alors ce qui est intéressant, c'est le message. Le message ancien, c'est un message complètement les valeurs traditionnelles de Disney, Blanche-Neige, Gourdas, qui veut absolument rencontrer le prince charmant. C'est l'un des premiers, hein, Disney, c'est 1938. Et puis Vaiana, et ben Vaiana, c'est la culture polynésienne, c'est la femme forte qui sort du lagon, qui va vers l'inconnu, qui va affronter le danger, qui va se dépasser. Et ce message de Disney, on le retrouve maintenant de façon quasi systématique. À chaque fois, Disney, c'est l'inverse de Game of Thrones. Game of Thrones, c'est quoi? C'est le sexe, c'est la violence, c'est tout ce qui est extrêmement dur, mais qui correspond à une composante de l'esprit humain. Hein. Si on regarde Game of Thrones, si c'est un succès mondial, c'est parce que ça correspond à quelque chose, à ces jeux de pouvoir, etc. Et Disney, finalement, Disney va exalter la capacité à l'individu à franchir les limites pour se réaliser. Si vous réfléchissez, le roi lion va sortir de la zone de lumière, Moana va sortir du lagon, Ariel va quitter l'océan, Mulan va quitter son village, Peter Pan va quitter le monde normal pour aller vers le pays imaginaire. Jasmine va quitter son palais. Enfin, voilà, on peut le décliner à l'infini. Il y a toujours cette idée qu'il y a une transgression fondatrice. À partir du moment où l'on quitte son univers, on va réussir à se révéler à soi-même, et même la notion de méchant. Dans les premiers Disney, les méchants, ils étaient en général caricaturés, ils mouraient, c'était des abominables, etc. Aujourd'hui, les méchants ne meurent plus. Les méchants s'amendent. Et le message, c'est acceptons nos différences. Acceptons que nous puissions être autres. Alors, quand on regarde comment cet univers Disney s'est diffusé dans le monde entier, ce qu'on constate, c'est qu'un grand nombre de pays, aujourd'hui, ont su mettre en œuvre la Disneylandisation pour valoriser leur propre culture. Alors là, vous avez la Malaisie. Alors la Malaisie, pour ceux qui connaissent la Malaisie, c'est quand même un pays émergent, super développé, avec les Petronas Tower, etc. Mais là, qu'est-ce que vous avez? Une lance, un pagne, des plumes, la tenue de travail typique. C'est intéressant de voir cette projection. Vous avez là les Maoris. Alors les Maoris, ce qui est très intéressant, c'est que quand vous allez en Nouvelle-Zélande, vous voyez des villages Maoris reconstitués, c'est-à-dire que vous pouvez assister au haka, mais en même temps, les Maoris sont aujourd'hui une force politique extrêmement forte en Nouvelle-Zélande, avec des partis, avec la demande de l'application du traité de Waimea du 19e siècle, c'est-à-dire que les fonctionnaires parlent le maori, qu'il y ait une restitution des terres, un mouvement de restitution des terres qui est très avancé. Et quand on regarde la touristification du monde, eh bien, on se rend compte que finalement, la notion de parc se décline de façon extrêmement différente suivant les lieux. Il faut, par exemple, là, faire une petite
aparté sur la croisière. Finalement, la croisière, c'est quoi? C'est l'idée que l'on peut mettre des touristes dans un lieu clos, dans un lieu flottant, où ils sont à l'abri des contingences du réel. Ils sont sur leur bateau. On leur fait un tourisme hors sol, une bulle touristique, où ils n'ont même pas besoin de changer de chambre. C'est-à-dire que le monde vient à eux. Le monde, chaque jour, ils se réveillent et ils découvrent un monde différent. On visite l'Italie, etc. Et ce développement de la croisière, qui aujourd'hui ne représente que 5% du tourisme mondial, mais un taux de croissance absolument considérable, avec des compagnies énormes, eh bien, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, Disney a carrément sa propre île aux Bahamas. C'est-à-dire qu'ils ont bouclé le cercle. Non seulement ils ont leur bateau, mais maintenant ils ont leur lieu. Et quand vous faites la croisière Disney, vous arrivez sur l'île Disney. Alors c'est assez inquiétant, parce que ça veut dire que l'on va vers un tourisme qui pourra fonctionner de façon quasi autonome par rapport à la réalité du monde, par rapport à la nécessité d'un grand nombre de pays de pouvoir avoir accès à cette manne touristique. Eh bien, ça tombe bien, nous avons une carte avec le tourisme international. Et ce que nous voyons sur cette carte, c'est que le tourisme touche le monde entier, mais de façon pas du tout proportionnelle à la population des différentes zones, puisque vous voyez que l'Afrique, qui pèse 1,3 milliard d'habitants, eh bien, n'a que 3 à 4% des flux touristiques mondiaux, alors que l'Asie, par exemple, est en passe aujourd'hui d'avoir plus de touristes que l'Amérique du Nord, la première zone restant, bien sûr, la zone européenne. Cette touristification du monde, eh bien, elle correspond à la montée des classes moyennes. La montée des classes moyennes, ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, la classe moyenne mondiale est en train de devenir une réalité que vous voyez sur ces différents camemberts. En 2009, elle représentait 27% de la population mondiale, 1,8 milliard de personnes. Aujourd'hui, un tiers de la population mondiale fait partie des classes moyennes. En une génération, 2 milliards de personnes sont sorties de la pauvreté. Vous savez que dans les objectifs du millénaire pour le développement, les Nations Unies ont dit qu'on avait atteint le premier des objectifs du millénaire avec 5 ans d'avance en 2010, alors que ça devait être en 2030. En 2015, les classes moyennes chinoises ont dépassé celles des États-Unis. Et dans ce phénomène de moyennisation du monde, le tourisme est le premier bénéficiaire. Pourquoi? Parce que le facteur déterminant du tourisme, c'est l'essor des congés payés. Quand vous avez un temps libre et un revenu, vous pouvez mettre en place une mobilité choisie, une mobilité pendulaire. On part pour savourer un lieu et on part pour revenir. Cet essor du tourisme, on le voit bien, par exemple, avec cette image qui est les plaques mises par les touristes à Disneyland. Et vous regardez, d'où viennent-ils? Eh bien, vous voyez qu'ils viennent de Bahreïn, de Dubaï, du Japon. Très intéressant de regarder ces plaques, de se dire que finalement, aujourd'hui, on a dans les parcs d'attractions une classe moyenne, alors je l'ai prise de dos évidemment, mais une classe moyenne qui vient du monde entier, avec un essor d'ailleurs très fort des parcs au Moyen-Orient. Quand vous allez à Abu Dhabi, quand vous allez à Dubaï, vous vous rendez compte de cette attraction, cette montée des parcs. D'autant que là, je parle des tourismes internationaux. Vous savez que l'on définit le tourisme dans l'OMT par l'arrivée de tourisme international, c'est-à-dire de gens qui ont franchi une frontière.
Les touristes nationaux, eux, ce n'est pas 1,2 milliard de personnes, c'est 5 à 6 milliards de personnes. Quand vous allez aux chutes d'Iguassou, quand vous allez à la Grande Muraille de Chine, quand vous allez à Saint-Pétersbourg, qu'est-ce que vous voyez d'abord? Vous voyez d'abord des touristes nationaux, des gens qui font partie des classes moyennes et peuvent partir en famille à la découverte de la richesse et de la beauté de leur pays. Et on peut dire que la transition touristique est une réalité. Alors, juste une limite, vous voyez le prix de l'entrée à Disneyland Paris, c'est quand même pas à la portée de toutes les bourses. 94 € l'entrée, c'est un prix qui est très élevé. On considère qu'on fait partie des classes moyennes quand on a entre 10 et 100 $ par jour en parité de pouvoir d'achat, de 10 à 100 $, sachant qu'en Afrique, on fait partir la classe moyenne à 2 $. Donc, ce qui fait que quand on parle des 300 millions de personnes qui font partie de la classe moyenne africaine, il y en a 180 millions, c'est-à-dire plus des 2/3, qui sont entre 2 et 4 $. Mais voilà, cette montée des classes moyennes, elle se traduit par exemple par la folie des parcs en Asie, où les programmes immobiliers s'accompagnent toujours de la création de lieux emblématiques. Vous pouvez faire votre maison avec les différentes, les différents styles. Vous pouvez choisir un style provençal, un style, enfin, tout dépend. Alors, la transition touristique, c'est quoi? La transition touristique, c'est que le tourisme, au départ, c'était une activité élitiste. Ce qu'on appelait le grand tour, c'était les jeunes élites européennes du XVIIIe siècle qui partaient avec un tuteur pendant de longs mois, parfois un an, pour parfaire leur éducation. C'était les aristocrates, c'est Goethe, que vous voyez dans la campagne romaine, c'est un tableau de Tischbein de 1787. C'est les premiers guides Baedeker, 1901, qui font des guides rouges de voyage de poche. Aujourd'hui, la transition touristique, c'est le fait que, et il faut à ce moment-là citer un géographe qui s'appelle Philippe Duhamel, nous sommes passés des vieux foyers vers les émergents, Chine en tête. Nous sommes passés d'une activité de privilégiés à une occupation mondiale. Nous sommes passés d'une découverte des lieux à la montée du tourisme hors sol. Ce sont les 3 caractéristiques de la transition touristique. Aujourd'hui, un touriste sur 100 dans le monde, un touriste sur 12 dans le monde est chinois. Un touriste sur 12, on a plus de 100 millions de touristes chinois. Ce sont des personnes qui voyagent encore comme nous on voyageait avant, c'est-à-dire qu'ils voyagent en groupe. Ils voyagent en groupe, ils veulent découvrir énormément de lieux en peu de temps, donc il faut une capacité à leur rendre toutes ces cultures extrêmement digestes, extrêmement appropriables en peu de temps. Ils consacrent beaucoup d'argent à faire du shopping. Vous savez qu'il y a aujourd'hui beaucoup de lieux réservés à la clientèle chinoise. En France, par exemple, un touriste chinois a 5 400 € à dépenser. Donc c'est très intéressant. Et ils adorent rapporter des photographies et notamment des selfies. C'est pour ça d'ailleurs que les perches sont désormais interdites dans les parcs parce que c'est dangereux, particulièrement dans les attractions, comme vous l'imaginez. Et ils adorent aussi faire du shopping, donc rapporter des souvenirs à leurs proches. Et notamment pour la France, c'est une très bonne chose parce que l'industrie du luxe bénéficie de façon considérable de la montée du tourisme chinois. Alors, je vous ai dit que c'était lié à l'essor des classes moyennes. C'est lié aussi à la baisse du prix du transport aérien. Ce qu'on a appelé la chartérisation à partir des années 60-70 a permis d'accompagner la montée des classes moyennes. Aujourd'hui, plus de la moitié des déplacements s'effectuent en avion.
Le tourisme, donc, c'est la mobilité choisie et pacifique. Un des géographes du tourisme, Rémi Knafou, parle de mondialisation pacifique du tourisme. Quand on part pour être un touriste, on part plutôt dans un esprit bienveillant, enfin, en général. On part pour se faire plaisir, on a mis de l'argent de côté pendant longtemps pour s'offrir des vacances. Et les perspectives internationales du tourisme sont étroitement liées à l'émergence des Suds. Les touristes devraient être 1,8 milliard d'ici 2030. La croissance touristique, vous le voyez sur ce graphique des pays émergents, est 2 fois plus rapide que celle des vieux pays développés. Ils représentaient, ces pays émergents, moins de 30% du marché touristique en 1980. Ils en représentent la moitié aujourd'hui. Ils en représenteront 60% dans 10 ans. Donc le touriste de demain sera russe, chinois, brésilien, émirien. Mais malheureusement, pour le continent, l'Afrique reste le maillon faible, avec 5% des flux touristiques. Pourquoi ? Parce que la massification fait que tout lieu ne peut pas être touristique. Nous avons en France, vous devez avoir l'équivalent en Belgique, j'imagine, le site du ministère des Affaires étrangères qui indique pour tout voyageur souhaitant partir à l'étranger des zones vertes, des zones oranges et des zones rouges. Les zones rouges sont proscrites. Par exemple, moi, en tant que professeur à la Sorbonne, je n'ai pas le droit d'envoyer mes étudiants dans un certain nombre de pays. J'ai un master de développement durable où ils partent plusieurs mois faire un stage dans un pays du Sud. Je me heurte à un paradoxe complet, c'est que j'ai des étudiants maliens qui n'ont pas le droit d'aller au Mali pour faire leur mémoire. Et ils sont obligés ils ne peuvent pas signer, on n'a pas le droit de leur faire signer de convention de stage. Pourquoi ? Parce que c'est interdit par les protocoles de sécurité. Donc, ils partent dans le pays sans convention de stage et quand ils reviennent, ils font leur mémoire. C'est très étrange quand même, mais c'est un impératif. Moi, en tant que professeur des universités, je n'ai pas d'ordre de mission si je veux aller dans un certain nombre de pays qui sont inscrits en zone rouge. Et vous comprenez les enjeux pour notamment les pays africains de ne pas être en zone rouge. Le Sénégal, par exemple, se bat pour rester en zone verte ou orange. Signalons cependant que pour les États-Unis, la France est en zone intermédiaire à cause des attentats. Ce qui joue d'ailleurs des problèmes, j'imagine que la Belgique aussi, d'ailleurs, moi j'étais ici le 23 mars, le fameux jour des attentats à Bruxelles, se sont vus de l'extérieur, le 22 mars, pardon, des États-Unis, l'Europe est devenue une destination qui, sur le plan de la sécurité des cadres notamment et de l'assurance, peut poser problème. Alors, ça veut dire que pour qu'un lieu soit touristique, il faut qu'il apporte la garantie de la sécurité. Et quand il y a un drame ou quelque chose, c'est pour le pays une catastrophe. Ça signifie l'effondrement des revenus. Or, pour 42 pays dans le monde, le tourisme constitue une part essentielle des revenus. Il représente plus de 15% du PIB et des emplois. Donc, par exemple, au Kenya, un touriste fait vivre 15 personnes. Voir se fermer l'arrivée des touristes, ça a été pour l'Égypte, ça a été pour un certain nombre de pays, de véritables drames économiques, au point que, au moment du tsunami du 26 décembre 2004, qui a endeuillé l'Asie de l'Est avec plus de 200 000 victimes, la préoccupation des pays concernés, la Thaïlande, l'Indonésie, etc., c'était très vite de donner le sentiment de la normalité, avec d'ailleurs un paradoxe, parce que nous avions le sentiment que c'était indécent d'aller faire du tourisme dans ces pays qui venaient de connaître une catastrophe, et eux, ils trouvaient qu'ils subissaient la double peine si nous ne revenions pas passer nos vacances chez eux. Les humanitaires et les touristes se sont côtoyés en Asie de l'Est après le tsunami. Les humanitaires qui essayaient d'aider
les pêcheurs qui avaient tout perdu, les populations qui avaient vu leur lieu de vie complètement détruit, et les touristes qui étaient attirés par des promotions défiant toute concurrence, notamment parce que les hôtels eux-mêmes, qui étaient construits en dur, n'avaient pas été touchés par la vague. C'était l'inverse. Haïti a été l'inverse du tsunami. Haïti, en janvier 2010, le tremblement de terre a détruit d'abord les structures modernes, les structures en dur, la cathédrale, la présidence, etc., en tuant d'ailleurs une partie du gouvernement. Mais les structures plus légères, les bidonvilles, ont fait moins de dégâts, parce qu'en s'effondrant, ils ont été moins meurtriers. Le tsunami du 26 décembre 2004 a d'abord touché les populations les plus pauvres, les plus démunies, avec tous les matériaux de construction, les tôles, etc., qui sont devenus des armes de destruction massive quand elles ont été emportées par la vague. Mais ceux qui avaient pu bénéficier d'infrastructures très fortes, se sont au contraire, ont été sauvés, ont été mis à l'abri. Et d'ailleurs, ça nous a posé un problème au niveau des protocoles de reconstruction, puisque vous le savez probablement, à la suite du tsunami, ces pays ont décrété une zone inconstructible sur les 100 mètres du rivage, notamment pour les populations traditionnelles, les populations de pêcheurs qui ont été repoussées à l'arrière-plan. Alors, quand vous êtes pêcheur et qu'on vous installe à 4 km de la mer, c'est un peu compliqué, même si toutes les ONG ont rivalisé pour vous donner des bateaux, ce qui fait qu'on avait des villages de pêcheurs qui avaient 4-5 bateaux rangés dans des garages, parce qu'en fait, il y a eu une économie de l'offre par rapport à la capacité d'absorption de ces régions humanitaires, sur le plan humanitaire. Et à côté de ça, les hôtels ont très vite, eux, bénéficié d'exemptions pour pouvoir recréer des resorts sur la zone littorale en disant mais nous de toute façon nous construisons en dur. Donc vous voyez, ça a aggravé, cette catastrophe a aggravé les inégalités sociales sur le plan du foncier. Vous voyez sur la photo qui est ici le problème de l'Afrique qui a subi la crise d'Ebola en 2014 avec juste 3 pays touchés et encore la frontière de 3 pays. Guinée, Sierra Leone et Libéria. Le triangle Ebola était très limité. En plus, Ebola, c'est une maladie qui n'est contagieuse que si vous avez un contact direct avec les fluides corporels de la personne malade quand elle est en phase de contamination. C'est-à-dire si vous êtes en contact avec salive, sueur, sang, sperme. Il m'en manque un, il me manque un S, mais bon, je vous laisse réfléchir à un autre fluide corporel, je ne sais plus lequel. Et on a vu les 22,5 les 30 millions de kilomètres carrés que représente le continent africain, soit 22,5% des terres émergées, privées du tourisme. On a annulé des coupes du monde de football en Afrique du Sud. On a annulé le tourisme au Kenya. Les compagnies aériennes ont suspendu leurs vols. Une des rares qui a maintenu ses vols, c'est Royal Air Maroc. Pourquoi ? Parce que le Maroc était dans une stratégie de reconnaissance internationale comme dans son leadership africain, d'autant que la disparition de Kadhafi lui a ouvert la place, a ouvert à Mohamed VI une nouvelle place pour son influence. Donc, les destinations sont toujours volatiles et évolutives. Les risques sanitaires, géopolitiques, les catastrophes naturelles sont pour les pays concernés la double peine, puisqu'ils subissent à la fois des destructions, on le voit par exemple avec l'ouragan qui a dévasté les Antilles, et les problèmes aujourd'hui de reconstruction qui font qu'un certain nombre de pays aujourd'hui, qui étaient pourtant des pays parmi les plus qui vivaient avec 70% de leurs recettes liées au tourisme, comme les îles Vierges, etc., eh bien, ce sont des pays qui aujourd'hui ne sont toujours pas, n'arrivent pas à faire face au coût de la reconstruction. Et ce qui est intéressant, c'est de voir le top 20 des destinations sans touristes. C'est-à-dire que finalement, le tourisme est un puissant facteur de développement, mais ça vient de Géo. Vous avez les pays qui n'attirent pas les touristes. Alors, il y a plusieurs raisons quand on est une destination sans touristes, soit parce qu'on est trop éloigné des flux touristiques mondiaux, c'est la pénalisation des îles du Pacifique. Îles du Pacifique qui, par rapport aux Caraïbes,
sont complètement désavantagées. Vous savez qu'il y a une décontextualisation de l'île tropicale. L'île tropicale, c'est-à-dire la plage à cocotiers, bénéficie d'une surreprésentation dans l'imaginaire, ce qui est d'ailleurs un paradoxe, parce qu'une île, c'est un univers de la rareté des ressources, de la pauvreté, de l'émigration. Quand vous êtes originaire d'une île, ce que vous savez, c'est que vous vivez dans la difficulté de la gestion des ressources. Mais il y a une survalorisation de l'île tropicale qui est apparue au milieu du XXe siècle avec Saint-Tropez, avec la Polynésie, avec toute cette construction du mythe de l'île. Malheureusement, aujourd'hui, les îles du Pacifique sont éloignées des flux et paradoxalement, le développement durable les pénalise encore plus parce qu'il handicape la distance, puisque plus vous voyagez loin pour partir, plus vous contribuez aux gaz à effet de serre et donc ça avantage ce qu'Élisée Reclus appelait la Méditerranée Caraïbe, c'est-à-dire les Antilles. Donc, vous voyez ici des îles qui sont extrêmement éloignées. Vous voyez aussi des pays qui sont considérés comme l'antithèse du tourisme. Alors, ça, c'est une carte qui a été faite, c'est une photo qui a été faite en 2015, c'est évolutif. Mais, par exemple, il est marquant de constater que le Bangladesh est considéré comme un pays qui n'est pas touristique. C'est un pays dont l'image est une image négative. Alors la Guinée, la Sierra Leone, ben vous le savez, c'est Ebola. Le Mali, évidemment, le Niger, le Sahel souffrent aujourd'hui de l'insécurité. Le Sahel est complètement en zone rouge. On a vu l'attentat au Burkina. Le Burkina n'y est pas, mais il est aujourd'hui passé en zone difficile. Il y est le Burkina, oui, il est juste en dessous du Tchad, effectivement. Donc vous avez donc des pays qui sont... Alors la Moldavie, par exemple. La Moldavie, pourquoi? Ben, c'est étrange. L'image de la Moldavie, c'est que c'est le pays qui n'a rien d'attirant. Pas très sympa pour la Moldavie. Hein? Mais voilà, la Macédoine est considérée comme attractive, la Moldavie comme répulsive. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que l'attractivité touristique se construit à partir de l'édification d'un grand récit. Et là, on revient à la disneylandisation. C'est-à-dire que pour qu'un pays devienne un pays qui, dans l'imaginaire de la mondialisation, incarne quelque chose d'attirant, il faut élaborer sur ce pays un discours qui mette en valeur son patrimoine, son histoire. Vous avez vu aujourd'hui l'affrontement au sujet du nom de la Macédoine. La Macédoine voudrait capitaliser sur Alexandre, sur Philippe, mais la Grèce est furieuse, c'est elle. Et donc, il faut rebaptiser la Macédoine. Donc, vous voyez, tout ça, c'est de la disneylandisation. Tout ça, c'est l'idée que vous pouvez... Moi, je suis née dans le nord de la France, pas très loin d'ici. Je suis née à Douai. Pendant très longtemps, je n'osais pas dire que je venais de Douai, parce que Douai, quel intérêt Douai? Et puis, récemment, on m'a demandé d'aller faire une conférence à Douai. Je me suis dit, je vais accepter parce que je vais voir ma ville natale, je n'y suis pas revenue depuis 40 ans, c'est intéressant. Et quand je suis arrivée, on m'a dit, est-ce que tu sais que tu es un ventre d'osier, que tu viens de la cité des géants, que tu es... C'est très rare les ventres d'osier parce que toutes les maternités ont fermé. Donc moi, je suis une des rares qui suis née encore à Douai. Et on m'a dit, mais tu es une fille de Gaillan, tu es une fille des géants des Flandres. Mais vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis fière aujourd'hui d'être née à Douai. Et je suis allée, j'ai fait, comme on dit, j'ai fait Gaillan en juillet dernier, mais j'étais tellement heureuse. Vous voyez, donc on peut, moi je vous dis ça, moi douaisienne, mais pensez aux aborigènes. Les aborigènes d'Australie, ils n'ont pas été des citoyens australiens jusqu'en 1967. Ils n'ont eu la citoyenneté qu'à ce moment-là. Or, ils se sont réhabilités avec le regard touristique, avec la valorisation du Dreamtime, avec la valorisation du chant des pistes. Certains pays sont passés maîtres dans l'art de construire leur attractivité. Le Costa Rica, Naturali Costa Rica, c'est devenu la cour de récréation des États-Unis, avec une mise en valeur de l'écologie, de la nature. Vous voyez, Naturali House. La Polynésie, alors le problème de la Polynésie, c'est que vous avez la concurrence entre Hawaï et Papeete. Or, il est beaucoup plus facile, pour tout un tas de raisons, d'aller à Hawaï. Hawaï s'est approprié de façon beaucoup plus efficace la culture polynésienne que la Polynésie française.
Alors, il y a un problème de coût, il y a un problème d'accessibilité, mais il y a aussi un problème de service. Pourquoi? Parce qu'il ne suffit pas de construire le grand récit. Quand on veut attirer des touristes, il faut des infrastructures, il faut des capacités d'accueil. Au départ, l'idée, c'est qu'il y a une avant-garde touristique qui part dans des pays fermés et qui valorise sa capacité à aller dans ces lieux fermés. C'est toujours le moment où on trouve que les autochtones sont tellement gentils, que leur culture est tellement authentique, qu'ils n'ont pas de besoin, qu'ils sont tellement plus heureux comme ça. Et puis, progressivement, la mise en tourisme opère un désenclavement. Et ce qui est réservé à une élite, qui a du mal à accéder à ce lieu, devient un lieu où vous avez une population beaucoup plus nombreuse, et là c'est fini de loger chez l'habitant ou de bricoler un peu, il faut des hôtels, il faut des capacités d'infrastructure, mais il faut aussi des routes, il faut aussi de l'accès à l'eau potable, il faut aussi des services, il faut un développement de l'agriculture. C'est-à-dire que d'une destination élitiste, la touristification se traduit par une démocratisation, mais aussi par un développement des services qui bénéficient à la population. J'ai un collègue géographe qui dit finalement les espaces non touristifiés, ce sont des espaces de la mort précoce. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas accès aux services de santé. Si quelqu'un se blesse, si une femme ne peut pas accoucher parce qu'elle n'a pas de lieu, elle va mourir. On va mourir parce qu'on n'a pas accès simplement à la possibilité d'être soigné. Quand le touriste arrive, il amène avec lui la possibilité pour l'autochtone de bénéficier des services mis en œuvre pour les touristes, mais parce qu'il apporte les financements, parce qu'il apporte les ressources. Alors, il est de bon ton de massacrer le touriste, enfin pas massacrer directement, mais d'en dire le pique-pendre, de dire le touriste dénature tout, de dire le touriste c'est quelqu'un qui galvaude les lieux. Mais quand le touriste arrive, eh bien, il permet l'accès à une forme de développement qui est certes au départ très partial parce que les services, les emplois sont des emplois peu qualifiés. Ce sont des emplois de jardiniers, de femmes de chambre, mais ce sont aussi des emplois de guides, ce sont des emplois qui vont patrimonialiser le lieu. Et on a, alors je ne vous fais pas la France parce qu'on n'a pas le temps, mais finalement on peut dire que pour qu'un lieu touristique existe, il faut 4 points. Il faut la paix, sans paix, pas de touristes, ou alors le tourisme de la désolation, parce qu'il y a toujours une avant-garde qui veut aller dans les zones en guerre, qui veut se prouver à elle-même qu'elle est capable d'aller là où personne ne va. Il faut des paysages, et ces paysages, ce sont des paysages qui se bâtissent dans un premier temps. Le lieu touristique, souvent, il y a des ordures, il n'est pas propre, il n'est pas soigné. Et puis, il va devenir de plus en plus léché, de plus en plus pensé. Chaque objet va être réfléchi. Rio de Janeiro, une ville créée pour les adeptes du spectacle. Crin-Blanc, c'est à partir de Crin-Blanc que la Camargue devient un lieu mythique. Crin-Blanc 1953. Au départ, la Camargue est un lieu hostile, ravagé par le sel, par le vent, un lieu que l'on fuit. Et Crin-Blanc va mythifier la Camargue. Au départ, Acapulco, c'est le lieu touristique des Américains. On va construire par ordinateur une base touristique en 1969 à Cancun. Cancun, au départ, en maya, ça veut dire le trou des serpents. C'est devenu aujourd'hui un des premiers lieux touristiques du Brésil, avec malheureusement, vous le savez, une véritable ségrégation du Mexique, avec une véritable ségrégation entre la partie hôtelière qui bénéficie du front de mer, avec d'ailleurs un gros problème écologique, puisque vous le savez, aujourd'hui, les plages sont grignotées par l'avancée de la mer, et les locaux rejetés de l'autre côté de la lagune, dans une ville qui est bien loin d'être aussi belle que la ville spectacle de la côte. De même, Salvador de Bahia. Salvador de Bahia, le Pelourinho, qu'est-ce qu'on construit? On construit l'idée de ces esclaves au Brésil. Là, pour le coup, on est au Brésil. 11 millions d'esclaves noirs qui font de ce pays aujourd'hui la plus grande terre non africaine, enfin africaine hors de l'Afrique, ou plutôt noire hors de l'Afrique. Le Pelourinho, c'est un tout petit périmètre à Salvador de Bahia. C'est 500 mètres de largeur
mais c'est le lieu de polarisation du tourisme avec des figurants, des femmes avec les robes qu'elles portaient, enfin, dont on imagine qu'elles portaient, parce qu'on réinvente bien sûr tout cela. Ce qui est terrible, c'est que dès qu'on sort du Pellegrino, on retrouve une ville abîmée, marquée par l'insécurité, pauvre, etc. Et c'est tout le paradoxe de la disneylandisation, c'est qu'il va porter sa focalisation sur des lieux qui sont extrêmement réduits, mais qui sont magnifiés, avec dans un cas une très bonne évolution, c'est quand le lieu se touristifie tellement que la disneylandisation gagne progressivement l'ensemble du pays, c'est-à-dire qu'on ouvre de nouvelles destinations et l'ensemble du pays bénéficie petit à petit de cette ouverture. On le voit par exemple avec les îles d'Hawaï. À partir d'Oahu, on a ouvert Big Island, etc., ou les îles des Açores. Les Açores, c'est un Hawaï au milieu de l'Atlantique. C'est le secret le mieux gardé de l'Atlantique. C'est à 2 pas et c'est un pays absolument fabuleux, mais qui n'existe que parce qu'il est aujourd'hui mis en touriste. C'était une grande terre d'émigration par la création de liaisons aériennes low cost qui permettent aujourd'hui de désenclaver progressivement toutes les îles des Açores. Dans ça, c'est le bon cas. Dans le mauvais cas, la disneylandisation fait que le foncier est accaparé par des grandes unités touristiques qui ont les moyens de se réserver des terrains et des immeubles dont les prix flambent, en évinçant les locaux, et la population elle-même reste enfermée dans des emplois non qualifiés. C'est tout le problème de cette inscription dans le patrimoine mondial de l'UNESCO, où on dit finalement protéger, c'est aussi détruire, parce qu'on va muséifier des lieux qui cessent de vivre, et même les locaux à ce moment-là ne peuvent plus vivre dans ces lieux, parce qu'ils deviennent des espèces de points de concentration énormes, comme un parc d'attractions, de millions de touristes. C'est tout le paradoxe de Barcelone. Le tourisme, c'est 12% du PIB espagnol, c'est 20% du PIB de la Catalogne, mais les Barcelonais n'en peuvent plus des touristes. En tout cas, la frange indépendantiste des Barcelonais n'en peuvent plus. Vous voyez donc cette ambiguïté de la disneylandisation. Je vous ai mis bien sûr Gaillan, parce qu'il fallait quand même que vous le voyiez. Je vois que le temps passe, donc je vais passer assez vite. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que certains pays africains, pour attirer les touristes, communiquent en se disneylandisant, à mon avis, d'une façon qui n'est pas souhaitable. Parce que finalement, ils collent à l'idée d'une Afrique qui serait une sorte de conservatoire de la faune et des traditions passées. Ça, c'est la plaquette publicitaire du Cameroun. Pour ceux qui connaissent le Cameroun, c'est un pays qui est très urbain, qui est un pays émergent, qui connaissent plein de problèmes, mais c'est un pays émergent. Et on a ces stéréotypes qui enferment l'Afrique dans l'idée que l'Afrique n'est touristique que si elle colle au mythe du bon sauvage. C'est-à-dire qu'il faut que le Maasai reste un Maasai, que le Zoulou reste un Zoulou, etc. Or, il y a quand même un paradoxe, c'est que quand vous allez à Provins et que vous voyez ces gens-là, vous savez bien que les gens de Provins, ils se sont habillés là pour le bonheur de faire de Provins une cité pseudo-médiévale dans laquelle on vit une histoire mythifiée. Mais, vous voyez, le paradoxe, c'est que sur l'Afrique, on y croit, on se laisse enfermer par cela, et qu'à Provins, ça ne viendrait à l'idée de personne. De même que le gardien de Camargue, ça ne viendrait à l'idée de personne de penser qu'il est gardien toute la journée et qu'il ne quitte jamais son cheval, même quand il va à Carrefour faire ses courses. Et c'est tout ce paradoxe, finalement, qu'induit la disneylandisation, c'est-à-dire un regard qui ne va accepter l'altérité de l'autre que si elle est conforme à des stéréotypes qui les enferment dans cette idée que finalement ils n'ont pas besoin du développement. Alors que précisément, s'ils revêtent les habits du bon sauvage, c'est pour coller à notre imaginaire et pour pouvoir entrer dans le développement. Je le mets là avec les aborigènes, cette vision des aborigènes qui aujourd'hui ne correspond évidemment pas du tout à la culture aborigène telle qu'elle est pratiquée au quotidien, mais qui continue, pour un grand nombre d'Australiens qui d'ailleurs ne sont jamais allés
à Alice Springs, qui ne sont jamais allés à Uluru, à l'idée qui se font du pays. Alors, on pourrait dire aussi que la nature est transfigurée par la disneylandisation et qu'elle devient forcément gentille, et que le côté dangereux d'une nature sauvage est complètement anthropomorphisé avec une perte de vue de la réalité de la nature. C'est le Canada avec la gentillesse de l'ours. Vous savez que quand on va dans Laponie ou ailleurs, il faut laisser les maisons ouvertes parce que l'ours blanc est un danger terrible et il faut pouvoir se réfugier de l'ours blanc. Mais voilà, on a une ambiguïté sur ce que ça nous transmet comme message. Et vous voyez, l'Ayers Rock Resort, c'est très intéressant parce que finalement, les aborigènes ont pu voir réhabiliter l'Ayers Rock sous le nom d'Uluru à partir du moment où le touriste s'est intéressé à ce monolithe qui est un des plus grands du monde. Aujourd'hui, vous avez une destination aérienne qui est une des destinations les plus importantes d'Australie. Donc on peut dire que le tourisme a sauvé les aborigènes. En même temps, alors que Uluru est pour eux un rocher sacré, ce n'est qu'en 2019 que le touriste se verra enfin interdire de faire l'ascension d'Uluru, ce que les aborigènes demandent depuis 25 ans, en disant « Mais attendez, quand vous arrivez à Notre-Dame, vous ne plantez pas les piolets sur la tour pour monter les tours. » Eh bien, c'est ce que nous faisons à Uluru. Et ce qu'on constate, c'est que finalement, il y a une reconnaissance de la culture aborigène, mais que d'une certaine façon, les aborigènes n'ont pas accès au... On les met en tant que figurants, mais les grands resorts, etc., ne sont pas gérés par eux. Ce que les Indiens ont réussi à faire dans les casinos aux États-Unis, dans le Nouveau-Mexique, dans la façon dont ils ont pu, à Las Vegas, dont ils ont pu attirer la manne à leur profit, un certain nombre de populations ne sont pas encore armées pour y arriver. Et ce paradoxe, eh bien, on le voit bien par exemple avec les Dogons, avec la danse des masques, où le vrai Dogon, c'est celui-là. C'est celui qui a un t-shirt, un téléphone, etc. Mais la danse des masques, qui correspond pourtant à une réalité que Marcel Griault a mise en valeur, eh bien cette danse des masques, elle s'est dénaturée, elle est devenue une danse pour les touristes. Et néanmoins, les femmes sont heureuses que l'on vienne voir les masques Dogon, que l'on vienne assister aux danses, parce qu'elles ont la possibilité, cette vision qui peut paraître extrêmement choquante, eh bien non, les femmes disent, voilà, laissez-nous porter vos sacs, laissez-nous gérer vos campements. Vous imaginez, ces femmes, elles ont des caisses d'eau minérale, mais elles disent, voilà, nous avons des emplois rémunérés. Et là encore, c'est le paradoxe, ça leur permet d'avoir accès à la monétarisation et de se libérer finalement de la sujétion familiale, mais c'est au prix d'un travail qui est un travail asservissant. Et ce sont toutes les ambiguïtés de la disneylandisation, à la fois nécessaires, mais qu'il faudrait pouvoir encadrer, contrôler et mettre surtout au service des protagonistes locaux qui ne doivent pas être réduits au rôle de figurants ou d'exécutants, figurants qui ne parlent pas ou exécutants de tâches non qualifiées. Voilà, je vous remercie, l'heure est passée. Je vais terminer là-dessus parce que c'est bien. C'est Vaiana.